Tout le monde, nous sommes aujourd'hui vendredi 24 octobre 2025 et nos chers amis, pardon pour ça, le colonel Larry Wilkerson et Larry C. Johnson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Colonel Wilkerson and Larry Johnson are back with us. Welcome back. Hey, tu as eu le t-shirt. Tu as gagné le t-shirt aujourd'hui. Je ne pouvais pas le porter à Moscou. Il faisait trop froid. Let me start with what's going on with the Permettez-moi de commencer par ce qui se passe avec les nouvelles sanctions contre la Russie. and we've heard Nous avons eu deux commentaires différents, enfin pas si différents, simplement deux aspects, deux angles différents, sur la réaction face aux sanctions. different angles of L'un vient de Vladimir Poutine. sanctions. One from Vladimir, Et voici ce qu'il en a dit. and here is what he said about sanctions. Now, regarding the new sanctions, first of all, there is nothing new. Maintenant, en ce qui concerne les nouvelles sanctions, tout d'abord, il n'y a rien de nouveau ici. Oui, elles sont sérieuses pour nous, bien sûr, c'est compréhensible, et elles auront certaines conséquences. Mais malgré tout, elles n'affecteront pas de manière significative notre bien-être économique. C'est clairement une tentative de faire pression sur la Russie. Mais aucun pays qui se respecte et aucun peuple qui se respecte n'a jamais pris de décision sous la contrainte. Et bien sûr, la Russie a le privilège de se considérer parmi ces nations et ces peuples qui se respectent. Of self-respecting countries and peoples. The other point was what Medvedev said. that L'autre he point said that concernait ce que dit Medvedev, enemy, que les États-Unis sont notre ennemi et que leur bavard pacificateur, il parle de Donald Trump, a désormais pleinement emprunté la voie de la guerre avec la Russie. Larry, vous êtes en Russie. Que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il en termes de cette nouvelle escalade? What is happening in terms of, the new escalation? They're like somebody who's sitting at a ping pong match. C'est comme quelqu'un assis à un match de ping-pong, regardant le même joueur jouer contre lui-même, Donald Trump. Aller et venir. Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez Stanislav Karpivnik. Stas était major dans l'armée américaine. Il a déménagé aux États-Unis lorsqu'il était enfant, a étudié, je crois, à North Carolina State dans le programme ROTC, puis a rejoint l'armée, a servi et a atteint le grade de major, un citoyen américain. Mais il a réellement lu les sanctions. Et comme il l'a souligné, ce que les sanctions signifient essentiellement, c'est que le département du Trésor déclare que si ces deux compagnies pétrolières possèdent des biens aux États-Unis, le gouvernement américain va saisir ces actifs. Property in the United States, U.S. is going to seize the assets. Well, they don't own any property in the Eh bien, ils ne possèdent aucun bien immobilier aux États-Unis. Et en plus de cela, ce que les sanctions de Trump ont fait, c'est faire grimper le prix du pétrole. Devinez quoi? Cela aide la Russie. Ça ne lui nuit pas. Ils peuvent donc vendre leur pétrole plus cher, pas moins cher. C'est davantage du théâtre politique de la part de Donald Trump. Cela donne l'impression que c'est important, mais ça ne l'est pas. La réalité pour la Russie est la suivante. Si vous construisiez un mur autour du pays et arrêtiez tout commerce avec le reste du monde, l'économie russe se porterait très bien. Ils n'en ont pas besoin. En ce moment, environ 15% du produit intérieur brut provient de la vente de pétrole, et cela continuera. Donc, c'est simplement les États-Unis qui se tirent une balle dans le pied. So this is just the United States shooting itself in the foot. Colonel, today I received an email. Colonel, aujourd'hui j'ai reçu un email de Martin Armstrong. Il dit que le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Et ce n'est pas seulement Martin Armstrong. Hier, j'ai parlé avec Richard Wolff et Michael Hudson, et ils ont le même sentiment. Alors, selon vous, où en sommes-nous? And where are we in your opinion? You might as well cite a number of other people too, including John Mearsheimer. Autant citer plusieurs autres personnes aussi, y compris John Mearsheimer. Nous sommes aussi proches d'une guerre régionale que nous l'avons été depuis longtemps. Et je ne parle pas d'une petite guerre régionale, je parle d'une grande. Cela concerne deux régions, l'Europe centrale et l'Asie du Sud-Ouest. Et ce type de guerre a tendance, si l'on peut dire, à s'étendre en une guerre mondiale, ce qui est tout à fait possible. En d'autres termes, nous sommes dans une mauvaise situation. Les deux théâtres,
et bien sûr une guerre régionale qui s'étend en guerre mondiale, ont le potentiel, probablement autant qu'en 1962 et même plus qu'en 61 à Berlin, lors de ces deux crises nucléaires, de devenir nucléaires. Et il y a maintenant de nombreux acteurs dans ce jeu. Il n'y en avait que deux en 1962 et 1961, l'Union soviétique et les États-Unis. On pourrait mentionner Cuba en octobre 1962, mais ce n'était pas un acteur principal. Fidel Castro aurait adoré en être un, mais il ne l'était vraiment pas. Et les résultats lui ont bien montré qu'il ne l'était pas. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs en jeu. Des pays comme le Pakistan, Israël et bien sûr les deux géants, avec la Chine en soutien derrière tout cela. Il y a beaucoup d'armes nucléaires dans le monde. Il n'y a plus de traité. Le seul vestige d'un accord prend fin en février de l'année prochaine. Et tout cela se déroule dans un contexte de grande agitation avec des puissances dotées de l'arme nucléaire qui y participent. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais permis pendant la guerre froide. Jamais. Larry, prenons un peu de recul. Que s'est-il passé pendant le conflit en Ukraine? Joe Biden, tu te souviens, quand on lui a demandé s'il enverrait des chars en Ukraine, il a répondu que ce serait la Troisième Guerre mondiale. Ils ont envoyé des chars, des bombes à sous-munitions, des avions de chasse, tout, absolument tout jusqu'à présent. La dernière chose dont il parle, ce sont des missiles Tomahawk, n'est-ce pas? Et il semble que ceux qui s'inquiètent de ce genre d'escalade, susceptible de dégénérer et de provoquer une grande guerre entre la Russie et les États-Unis, aient des arguments légitimes à leurs yeux, car nous avançons à l'aveugle dans cette direction. Oui. Si les États-Unis déploient des Tomahawks, ce que je ne pense pas qu'ils feront, et je ne pense pas qu'ils en soient capables, ce n'est pas comme s'ils en avaient tout un stock entreposé, prêt à être utilisé. Ce serait franchir une ligne rouge. C'est la seule chose que j'ai entendue cette semaine. Vous savez, j'ai parlé à plus de 27 hauts responsables russes, au moins 5 membres de la communauté de la Douma, 4 officiers militaires différents, 2 correspondants de guerre et des analystes de premier plan qui suivent les États-Unis et l'OTAN, des économistes aussi. J'ai même parlé à l'un des musiciens de rock les plus célèbres de Russie, Vadim, et j'ai eu l'occasion de discuter avec Vovan et Lexus. Vous savez, les deux farceurs qui font toutes ces blagues téléphoniques. Ces deux-là sont hilarants, d'accord? Le point commun, c'est que les Russes prennent très au sérieux l'idée que si les États-Unis en venaient à utiliser des missiles Tomahawk, on entrerait alors dans un nouveau territoire. Et comme la Russie ne reculera pas face à cela, ce serait véritablement la première ligne rouge franchie par les États-Unis. Cela dit, en écoutant les dernières remarques de Trump, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Je crois qu'ils comprennent la logique. L'histoire de ces armes, les Tomahawks ayant déjà transporté des ogives nucléaires, signifie que les Russes devraient supposer que si l'un d'eux est lancé, il transporte une ogive nucléaire. Ils réagiraient en conséquence. C'est donc ce que je veux dire. Cela pourrait franchir une ligne rouge. Mais c'est tout simplement stupide de la part de Trump de parler ainsi, ou de la part des membres de son administration de le faire. Et je pense que nous avons vu, lors de sa dernière conversation avec Zelensky, qu'il ne comprend pas la situation. Je vais simplement ajouter qu'à la fin de cette interview, j'en ai fait quelques autres ce matin, donc pardonnez-moi si je les confonds, mais je crois que vous venez de montrer celle où Poutine se lève et donne l'interview. Je l'ai regardé jusqu'au bout, et je dois supposer que le traducteur a bien fait son travail. À la fin, il a dit, et je cite le traducteur, « Si quelque chose comme cela devait arriver, la réponse serait très sérieuse, voire stupéfiante. » Et je pense qu'il est sérieux. En regardant la situation avec les Ukrainiens,
Donald Trump était assis à côté du secrétaire général de l'OTAN lorsqu'un des journalistes leur a posé la question à tous les deux. Moins de 23% des Ukrainiens veulent cette guerre. Ils veulent y participer. Quelle est votre réaction? Pourquoi faut-il continuer la guerre s'ils ne veulent pas la mener? Ils ne veulent pas de cette guerre. Et voici réponse par le secrétaire général de l'OTAN et par Donald Trump lui-même. Ma question s'adresse en réalité au secrétaire général. Monsieur le secrétaire, je ne sais pas si vous avez vu cela, mais les sondages en provenance d'Ukraine montrent un effondrement massif du soutien des Ukrainiens à la guerre. Un sondage Gallup a révélé que seulement 23%, soit moins d'un quart, y sont favorables. Zelensky a déclaré aujourd'hui qu'il saluait la proposition du président Trump de geler les lignes de front dans le cadre d'un cessez-le-feu. Il a dit que c'était un bon compromis. Ainsi, beaucoup perçoivent votre visite ici comme une tentative d'influencer le gouvernement américain pour qu'il poursuive son engagement dans la guerre. Vous plaidez manifestement pour que davantage d'armes de l'OTAN soient envoyées à l'Ukraine. Mais les Ukrainiens eux-mêmes ne veulent pas mener cette guerre. Comment justifiez-vous cela moralement? Je ne fais du lobbying que pour une seule chose, et c'est de m'assurer que nous mettions fin à cette guerre. Je n'ai pas besoin de faire pression sur le président, car nous sommes totalement d'accord sur ce point. C'est ce qu'il fait depuis le premier jour, tout ce qu'il peut pour briser l'impasse avec Poutine, relancer le dialogue, parler aussi avec Zelensky et mettre fin à cette guerre. C'est crucial. Et le fait que les États-Unis fournissent désormais des armes à l'Ukraine, financées par les Alliés, est extrêmement important. Cela se passe depuis 2 ou 3 mois. Environ 2 milliards se dirigeant vers l'Ukraine. Pourquoi penses-tu que cela va calmer la situation maintenant? Que veux-tu dire? Tu crois vraiment que plus d'armes vont apaiser la guerre? Je veux dire, il reste encore du travail à faire. Ce qu'il faut, ce que le président a dit ce week-end, c'est de s'arrêter là où vous êtes. En gros, faire un cessez-le-feu, puis avoir toutes vos discussions sur le territoire et tout le reste. Mais d'abord, arrêter la guerre. C'est ce que vous avez dit vendredi et dimanche. C'est une guerre. Je veux dire, votre question est vraiment légitime. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Tu sais ce que j'en pense. Mais c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Et nous ne vendons aucune arme à l'Ukraine. Nous les vendons à l'OTAN, ce qui est différent d'avant avec Biden. Lui, il a simplement donné pour 350 milliards de dollars d'armes et d'argent directement à l'Ukraine. Et c'était tellement insensé. Mais nous les vendons à l'OTAN. Et en théorie, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas forcément pour l'Ukraine, mais c'est probablement le cas. Ce que font les nations maintenant, c'est acheter par le biais de ce programme et s'assurer que les fournitures parviennent à l'Ukraine. Vous comprenez le ton, colonel. Il n'y a aucune politique visant à mettre fin à cette guerre de la part des États-Unis. Eh bien, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec les mensonges que Trump vient de raconter. Il a bien effectué un premier mandat, et il a fait durant ce premier mandat des choses qui allaient directement à l'encontre de ce qu'il vient de dire. Mais cela mis à part, il y a actuellement des pressions sur Trump venant de l'intérieur de son administration, en particulier de Scott Bessent, cet idiot qui est secrétaire au Trésor, et de Marco Rubio. En fait, je n'ai aucun doute que Marco Rubio a dit certaines choses lors de son appel téléphonique avec Lavrov qui ont, en substance, immédiatement fermé la porte à toute volonté de Lavrov d'organiser une rencontre à Budapest. Et je n'ai aucune idée si Marco Rubio avait reçu l'autorisation de Donald Trump pour dire ce qu'il a dit lors de cet appel.
Peut-être que oui, parce que Trump essayait de se dégager du poignard sur lequel il était assis. Il a son homme de confiance au Sénat, Lindsey Graham. Il a le secrétaire d'État, comme je viens de le dire. Il a le secrétaire au Trésor et d'autres membres de son administration qui sont aussi déterminés que ces Européens et aussi stupides que Mark Rutte à propos de cette guerre. Et ils ne veulent pas qu'elle s'arrête. C'est pourquoi ils ont dû annuler la réunion à Budapest. Les autres informations qui ont filtré à propos de cette réunion sont assez accablantes pour les États-Unis et pour Donald Trump lui-même, car il a cédé à toutes ces personnes à la dernière minute, pour ainsi dire, après avoir plus ou moins assuré à Poutine qu'ils allaient avoir une sorte de rencontre. Et plus important encore, une réunion qui serait différente de toutes les précédentes. Une réunion où des équipes viendraient avec des documents et des solutions aux problèmes. Elles s'assieraient et tiendraient un véritable sommet, comme on disait autrefois, où des groupes de travail mettraient en œuvre ce que les principaux acteurs avaient essentiellement exprimé en termes généraux. Tout cela a été anéanti, et ça l'a été essentiellement à cause de l'appel téléphonique de Rubio avec Lavrov. Il y a donc au sein de l'administration des forces qui le paralysent. Et je ne cherche pas à trouver des excuses à cet imbécile indéchiffrable que nous avons comme président, mais il rencontre bel et bien des difficultés au sein de sa propre administration pour agir comme il le souhaiterait. Et tu as vu son visage lors de cette conférence de presse. Il aurait bien aimé donner une gifle à Mark Rutte, franchement. Mais c'est un problème. C'est un problème pour chaque président américain. Mais c'est un cas délicat pour celui-ci, parce que c'est lui qui a choisi toutes ces personnes, et il ne les a pas choisies par obligation, comme le font beaucoup de présidents. Il les a choisies parce qu'il pensait qu'elles seraient les meilleures. Et maintenant, elles conspirent contre lui dans toute l'administration, surtout ce secrétaire d'État. Regarde ce qu'il fait en Israël, par exemple. Je veux dire, il gâche tout ce qu'il peut en Israël en ce moment. J.D. Vance essaye de limiter les dégâts, mais c'est Rubio qui fixe les repères. Tu sais, il pourrait y avoir une explication plus bénigne. Je suis tombé sur, je te dirais en privé de qui il s'agit, quelqu'un qui est en contact avec une personne faisant partie de l'équipe de Trump et proche de Susie Wiles. Ce que ma source m'a dit, et c'était vendredi soir, c'est que Trump et Poutine ont en réalité beaucoup plus de contacts et de discussions non publiques. Une grande partie de ce que nous voyons est, disons, du théâtre politique, ce qui explique en partie pourquoi Poutine ne réagit pas avec beaucoup d'indignation. Par exemple, pour l'anniversaire de Poutine, Trump l'a appelé et ils ont parlé pendant 40 minutes. La Maison-Blanche n'a jamais publié de transcription de cet appel, ni même reconnu qu'il avait eu lieu. Pas plus que le Kremlin. Mais mon contact a affirmé que c'était bel et bien arrivé. Alors, vous savez, je pense que le colonel Wilkerson tient quelque chose quand il dit que Trump essaie au moins de formuler les choses de manière à détourner la pression exercée sur lui par tous ces fous furieux du pays qui veulent faire la guerre à la Russie. Mais en même temps, il travaille avec Poutine pour trouver une porte de sortie. J'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vraiment ce qui se passe. Mais on voit aussi, du côté russe, la routine du bon et du mauvais flic, avec Dmitri Medvedev dans le rôle du mauvais flic. Il correspond davantage au stéréotype, vous savez, de ce que l'Occident considère comme un Russe typique, émotif, passionné, tandis que Poutine est beaucoup plus équilibré, mesuré et cérébral. Je noterai qu'en dépit de certains commentaires, j'ai posé cette question à plus de 20 personnes à propos de l'interprétation de Gilbert Doctorow, selon laquelle, Poutine serait sur la sellette, que les gens n'attendraient qu'une chose, le renverser. C'est absurde, complètement absurde. La position de Poutine est assez solide.
Ce n'est pas lui seul qui fait la politique. L'état-major général dirige les opérations militaires et ce qui est entrepris, et Poutine et l'état-major sont en étroite coordination. Mais malgré cela, l'Occident continue de pousser. Nous avons autour de Trump des gens, comme l'a justement noté le colonel Larry Wilkerson, tels que Rubio, qui sont des faucons de guerre. Ils ne cherchent pas des moyens d'instaurer la paix et la réconciliation avec la Russie. En réalité, les Russes préféreraient s'entendre avec les États-Unis. Ils n'ont aucune raison de nous détester. Enfin, en fait, ils ont bien des raisons de nous détester. Mais nous n'avons aucune raison de détester les Russes. Et pourtant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour détériorer cette relation. Colonel, peut-être que je suis ignorant à propos de Rubio, mais je ne le vois pas comme quelqu'un d'aussi influent. Je ne pense pas que ce type ait une véritable idéologie en matière de politique étrangère. Il se contente de suivre ceux qui le poussent, qui lui dictent une sorte de ligne politique. Qui sont ces gens derrière Rubio? Eh bien, permettez-moi de dire, tout d'abord, que je suis entièrement d'accord avec tout ce que Larry vient de dire. J'entends la même chose à propos de Poutine et Trump qui discutent, et les conversations seraient très compréhensives quant aux dilemmes de chacun, surtout du côté de Trump, car ces dilemmes sont typiquement ceux de la politique intérieure américaine. Cela dit, Lindsey Graham passe directement par Marco Rubio. Point final. Le Sénat des États-Unis passe par Marco Rubio. Les Tom Cotton, les Ted Cruz, tous les salauds que vous voulez nommer au Sénat des États-Unis, et il y en a beaucoup, passent par Marco Rubio. Et ils détestent tous la Russie. Ils veulent que la Russie disparaisse. Ils veulent la faire tomber par une guerre par procuration en Ukraine. Ils ne veulent pas y renoncer. C'est donc une véritable pression. Et je pense que Trump a passé un certain temps à essayer d'expliquer cela à Poutine. Et Poutine n'est pas idiot, comme Larry le faisait remarquer. Il comprend ce que sont les pressions politiques. Eh bien, et Dmitri ce matin, dans l'entretien que tu as fait avec lui, du moins je l'ai regardé ce matin, a montré qu'il le comprenait aussi. Il comprend les pressions politiques internes qui pèsent toujours sur un président américain. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de Rubio à faire valoir au président les positions du Sénat et sa haine farouche de la Russie. En second lieu, Rubio transmet aussi le message concernant l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, en particulier maintenant sur le Venezuela et de plus en plus sur la Colombie. Et ces messages sont durs. Ce sont des messages selon lesquels Nicolás Maduro aurait dû être renversé il y a 10 ans. Dans la première autorisation, la décision présidentielle que Trump a émise à Mike Pompeo lorsqu'il était directeur de la CIA, il ne faut donc pas sous-estimer Rubio pour sa capacité à recourir à la violence. Et maintenant, qu'est-il aussi? Il est également conseiller à la sécurité nationale, bien qu'il ne fasse rien pour coordonner le Conseil de sécurité nationale. Il a cet accès à Donald Trump que le secrétaire d'État n'a pas. Tout secrétaire d'État, le seul autre étant Jared Kushner, donnerait cher pour être aussi conseiller à la sécurité nationale. Cela signifie un accès immédiat au président, à moins que le président ne l'interdise. Dans ce cas, Trump ne l'a pas interdit. Larry, si c'est le cas, pourquoi Donald Trump se range-t-il du côté de Lindsey Graham plutôt que de celui de Rand Paul, Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene? Ces personnes étaient, eh bien, tu sais, Rand Paul l'a soutenu pendant Russiagate, l'une des rares voix du Parti républicain à l'avoir fait. Mais il s'oppose à lui en ce moment. Pourquoi? Je ne sais vraiment pas. On pourrait s'attendre à ce que si Trump réfléchissait de manière conventionnelle, il fasse preuve de loyauté envers ces personnes. Mais il a fait exactement le contraire. Je pense donc que Trump, toute son administration, relève de ce que j'appelle de l'art de performance. Ce n'est fondé sur aucune idéologie réelle,
si ce n'est qu'il est pro-sioniste. Il place Israël en premier, l'Amérique vient en deuxième ou troisième position. Et cela, combiné, franchement, au déclin des capacités mentales de Trump, il ne réfléchit pas de manière stratégique. C'est comme nous l'avons vu plus tôt aujourd'hui. La décision d'imposer davantage de tarifs au Canada simplement parce qu'ils n'ont pas aimé une publicité télévisée diffusée par les Canadiens. C'est comme vraiment, tu vas saboter ta relation avec l'un de tes plus grands partenaires commerciaux. Oui, bien sûr, ça a du sens. C'est juste ridicule. J'ai demandé, tu sais, j'ai interrogé plusieurs Russes à propos du comportement erratique de Trump, mais ils sont en général plutôt contents qu'au moins les États-Unis, enfin que Trump parle à Poutine. Parce que sous Biden, ils ne voyaient aucun espoir de dialogue, aucun espoir d'une intimité non conflictuelle. Donc au moins, ils gardent encore la conviction que Trump offre une solution potentiellement raisonnable au conflit. And let me just say, Nima, that was a good question you asked. C'était une bonne question que vous avez posée. D'où Trump tire-t-il ces informations, à part de la belliqueuse attitude d'un Lindsey Graham ou d'un Tom Cotton? C'est de John Thune. Et John Thune, le chef de la majorité au Sénat, dit essentiellement à Trump ce que Trump veut entendre. Parce que c'est le travail de John Thune, tout comme celui de Johnson à la Chambre, dans une large mesure aussi. Et ce qu'ils lui disent, et j'ai d'ailleurs quelques informations à ce sujet que je ne peux pas révéler, mais ce qu'ils lui disent, c'est « Ne t'inquiète pas pour les élections de mi-mandat, nous allons nous en occuper, parce que nous redessinons les circonscriptions, nous faisons tout ce que nous avons fait auparavant, nous allons gérer les élections de mi-mandat, et ce sera un succès. Ce sera peut-être juste, mais ce sera un succès. » It might be squeaky, but it's going to be a success. And so he doesn't worry about these outcasts. Il ne se préoccupe donc pas de ces parias comme Marjorie Taylor Greene et le type du Kentucky, Massey. Il est un paria depuis longtemps, et Rand Paul aussi d'ailleurs. Peu importe combien de bonnes actions on accomplit pour Donald Trump au début, Donald Trump se retournera contre vous en un instant. Il l'a démontré d'innombrables fois. Mais il ne se retournera pas contre John, qui lui dit que le Sénat lui appartient. Malgré le tumulte à la Chambre provoqué par Marjorie Taylor Greene, et peut-être un ou deux au Sénat, il garde toujours une emprise solide sur l'organe législatif le plus important, le Sénat des États-Unis. Et c'est, vous savez, tout ce dont il a besoin. Tant qu'on lui dit cela, il ne l'abandonnera pas. Larry, le colonel vient de lire ce que dit Donald Trump. Vladimir Poutine, regardez la façon dont il a réagi à l'escalade, aux frappes qui ont touché profondément le territoire russe. Quelles options les Russes ont-ils pour réagir si une telle attaque contre la Russie se produit? Larry, you're muted. Larry, ton micro est coupé. Oh, désolé pour ça. Il pourrait potentiellement s'en prendre, pour commencer, aux bases de l'OTAN en Pologne et en Roumanie. Je suis sûr qu'ils ont aussi identifié des nœuds logistiques clés. Jusqu'à présent, ce qu'il faut noter à propos des Russes, malgré la propagande en Occident, et cela remonte vraiment à la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Russes, traditionnellement, ont évité de tuer des civils. Ils ne cherchent donc pas à se venger sur les civils. Tu remarques que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Britanniques et les Américains qui bombardaient les villes. Hambourg, Dresde, Berlin, Stuttgart, Cologne, Francfort. Nous tuions des civils. Nous ne frappions pas des cibles militaires. Nous tuions des civils. Je ne connais aucune cible que l'aviation russe ou soviétique ait frappée pendant la Seconde Guerre mondiale où elle aurait mené un bombardement stratégique d'une ville en tuant principalement des civils. Ils se sont détournés de cela, et ils ont fait de même dans cette guerre avec l'Ukraine. Malgré les affirmations occidentales selon lesquelles ils tuent des civils, le test le plus simple pour vérifier cela est le suivant. Vraiment, donnez leur nom. Quels sont les noms de ces civils?
vous remarquerez que chaque fois que les Ukrainiens disent « oui, ils ont tué ces civils », ils ne fournissent pas les noms. C'est parce qu'il s'agit généralement de mercenaires étrangers intégrés à l'armée ou de personnes se trouvant dans un quartier général ou un bivouac. La Russie fait donc preuve d'une grande prudence à cet égard, et elle mène la guerre d'une manière très différente de la campagne américaine traditionnelle de choc et effroi, où l'on ne se soucie pas de tuer des civils. Nous avons vu Zelensky se rendre au Royaume-Uni, suivant le même schéma que lorsqu'il est allé à Washington, puis à Londres, pour voir quelle serait la prochaine étape de la part de Londres, car à mon avis, ce sont eux qui dirigent les opérations en Ukraine. Ils sont la principale partie au conflit. Que se passe-t-il actuellement au sein du gouvernement britannique? Envisage-t-il de nouvelles escalades ou existe-t-il une sorte de force, comme vous l'avez mentionné à propos de Donald Trump? Il n'est pas si sûr de vouloir poursuivre la guerre. Quelle est l'atmosphère au Royaume-Uni? Eh bien, vous avez parlé de l'atmosphère au Royaume-Uni. Parlez donc de l'atmosphère à Paris et à Berlin. Dans les deux cas, les dirigeants sont à moins de 30% dans les sondages. En Angleterre, c'est encore plus bas, bien plus bas. Et en France, bien plus bas aussi. Ils ne représentent donc clairement pas la volonté de leur peuple en ce moment, comme ça devrait être le cas dans une démocratie libérale. Je ne sais pas combien de temps ils vont encore tenir. Je doute que ce soit très long. Mais Zelensky capte les bonnes ondes. Vous savez, il reçoit des ondes positives quand il rend visite à Sunak, à Macron ou à Scholz ou à n'importe lequel de ses dirigeants, vous savez, Rutte, des gens comme ça. Mais c'est vraiment un désastre pour lui en ce moment. Et ce que j'entends, et Larry pourra sans doute en parler mieux que moi, c'est que les nazis de Poutine, et ce sont bien des nazis, les partisans de Bandera, son héritage, tiennent Zelensky sous contrôle. S'il bouge, ils l'assassineront. Ils vont le tuer, ils vont se débarrasser de lui immédiatement. Et vous remarquerez qu'ils ne mettent plus aucune de leurs forces en première ligne, parce qu'elles se font tuer quand elles y vont. Alors maintenant, ils forment une sorte de garde prétorienne autour de Zelensky. Il est coincé quoi qu'il fasse. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais ce ne sera rien de beau, et il ne profitera pas de sa Datka, de sa Bugatti, ni de tout l'argent qu'il a amassé. Je peux vous l'assurer. Il est vraiment dans une situation impossible en ce moment. Et ces Européens qui essayent encore de le soutenir sont aussi mauvais que des gens comme Rubio, qui essayent toujours de nuire à Donald Trump. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ou peut-être que si, mais c'est très contraire aux intérêts de leur pays, et en fin de compte, à ceux de l'Europe. Ouais, Larry. Oui, en fait, laissez-moi simplement ajouter quelque chose à cela. J'ai passé environ 50 minutes avec l'ancien Premier ministre d'Ukraine, Mykola Azarov. Il a été Premier ministre de 2010 à 2014. J'ai également réalisé une interview d'environ 50 minutes, au cours de laquelle je posais des questions à l'un des anciens procureurs ukrainiens qui a dû fuir en Russie. Ceux qui tirent les ficelles en Ukraine, ce sont ces oligarques. Kolomoïski en faisait partie. Mais il y a tout un groupe qui dépouille littéralement les États-Unis et les Européens. C'est cela, la motivation pour maintenir cette guerre. C'est une énorme machine à faire de l'argent pour eux. Et l'ancien Premier ministre Azarov a souligné. Vous savez, quand j'ai pris mes fonctions en 2010, il y avait 57 millions de citoyens ukrainiens en Ukraine. Il a dit qu'aujourd'hui, la population est tombée à 20 millions. Donc presque les 2/3 de la population ukrainienne ont fui, ou vous savez, un nombre important, probablement 1,5 million, ont été tués. Et en fait, je lui disais que je pouvais le confirmer. Mon dentiste est sorti d'Ukraine, il y a 3 ans, et j'ai eu un type qui est venu chez moi pour réparer le réfrigérateur. Il venait aussi d'Ukraine.
Il est parti il y a 3 ans. Donc oui, les Ukrainiens s'en vont. Mais le colonel Wilkerson a raison. Ce que vous voyez avec Zelensky, c'est qu'il est l'acteur le mieux payé d'Europe et peut-être de toute l'histoire du monde. Voici les débris des guerres de l'Empire. Nous avons toujours gagné des centaines de milliers de nouveaux citoyens provenant du pays avec lequel nous étions en guerre, par procuration ou autrement. Et l'autre chose que je voudrais souligner, pour reprendre une expression, as-tu entendu l'interview que Candace Owens a faite à propos de l'Ukraine? J'ai eu l'impression de m'écouter parler, car elle décrivait la période où j'étais au gouvernement. Elle parlait de tous les escrocs, de tous les oligarques corrompus, les bandits, les voleurs de l'argent ukrainien, les gens qui, comme Larry vient de le dire, tiennent encore tout le monde en Ukraine à la gorge. Je ne pouvais pas être en désaccord avec un seul mot qu'elle a dit à propos de ces gens-là. C'étaient les personnes les plus répugnantes. Et j'ai dû traiter Nima avec les Nord-Coréens dans le groupe de travail sur la Corée du Nord. Un État criminel est språkstyrningen. Et j'aurais que le man hit povez, men povez. Permettez-moi de changer un peu de sujet pour parler du conflit iranien, du conflit au Moyen-Orient. Le chef du renseignement iranien a déclaré que plus de 50 agences de renseignement étaient impliquées pendant la guerre entre Israël et l'Iran. Il semble que les Iraniens comprennent qu'une guerre se prépare, mais qu'ils s'y préparent activement. Ils communiquent avec les Russes. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Tucker Carlson avec Marjorie Taylor Greene. Il lui a demandé pourquoi Laura Loomer est-elle conseillère au Pentagone. Et voici ce qu'a répondu Marjorie Taylor Greene, que cela est lié à ce qui se passe au Moyen-Orient et au rôle du Pentagone dans cette affaire. On peut devenir conseillère au Pentagone, mais on obtient la priorité. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un la prend au sérieux. Je veux dire, c'est une femme qui ne peut même pas acheter une arme légalement parce qu'elle a de graves problèmes mentaux. Elle a littéralement publié l'autre jour qu'elle s'était éclatée des vaisseaux sanguins dans l'œil en tweetant de manière hystérique, genre 40 ou 50 fois en une seule journée. Qui écoute une personne comme ça? Personne ne devrait le faire. Mais c'est une influenceuse sur X et tout le monde la suit. Larry, selon toi, qui est-elle pour conseiller le Pentagone? Eh bien, c'est une inconnue, mais elle est membre élue du Congrès. Écoutez, je pense qu'il devient de moins en moins probable qu'Israël attaque l'Iran, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Iran a décidé d'abandonner sa politique consistant à ne pas rechercher de soutien et d'assistance militaire auprès de la Russie et de la Chine après les attaques des 24 et 25 juin. L'Iran bénéficie donc désormais d'un niveau de coopération avec la Russie et la Chine sans précédent dans son histoire. C'est le premier point. Deuxièmement, on a vu un défilé constant de hauts responsables militaires et du ministère des Affaires étrangères iranien, dont Larijani, se rendre à Moscou et à Pékin pour consulter leurs homologues des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que les dirigeants respectifs. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que la capacité de l'Iran à riposter avec des missiles hypersoniques et toute une gamme de missiles balistiques reste largement intacte. Et Israël, malgré ses affirmations, a à peine endommagé les lanceurs. Car vous savez, le fonctionnement de ces lanceurs consiste à les sortir, tirer, puis les ramener dans un endroit sécurisé où ils ne peuvent pas être touchés. Je pense donc que les Israéliens et la communauté du renseignement américaine comprennent cela et reconnaissent que toute tentative d'Israël d'attaquer l'Iran serait dévastatrice pour Israël. Oui,
Colonel, je voudrais connaître votre avis sur le fait que Laura Loomer soit conseillère au Pentagone. Quelle est votre compréhension de cette situation? Je n'y comprends rien. Point final. Et laissez-moi dire que je ne suis pas d'accord avec Larry sur ce qu'il vient de dire. Et je ne suis pas d'accord en ce sens. Si Netanyahou tombe, et qu'il tombe de manière encore plus désastreuse que ce que Larry vient de prédire, si Netanyahou reste au pouvoir, il y aura une attaque contre l'Iran. Comment cela va-t-il l'aider s'il attaque l'Iran? Continue. Comment cela va-t-il se produire? En quoi cela va-t-il l'aider, sa position? Cela le maintient au pouvoir, absolument le maintient au pouvoir, parce qu'il meurt sur le trône, si l'on peut dire, ou bien il réussit et devient un grand héros. Et cela inclut Donald Trump venant l'aider à la fin. Je ne vois pas Donald Trump lui refuser son aide. Je ne vois tout simplement pas l'Amérique refuser à Israël, aussi vil, aussi répugnant que cela puisse paraître. Peu importe à quel point la situation intérieure peut changer chaque jour en ce qui concerne l'affiliation et l'amour des Américains pour Israël, cela n'a aucune importance. Donald Trump l'aidera. Je ne sais pas, Larry. Que pense-t-il en Russie du conflit au Moyen-Orient? En parle-t-il? Quelle importance cela a-t-il pour eux? Parce que nous savons que Netanyahou a appelé Vladimir Poutine et a dit qu'il n'allait pas attaquer l'Iran. Croit-il vraiment que c'est le cas? Je n'ai pas constaté de préoccupation évidente dont les gens parleraient régulièrement. Les Russes ont fait leurs déclarations par le biais de ces réunions publiques avec des responsables iraniens. Ils ne se donnent pas la peine de le cacher ou de le garder secret. Ils envoient donc un message en faisant se rencontrer le ministre de la Défense, le général Gerasimov, Lavrov et Poutine avec ses hauts responsables iraniens. Et ils ne cherchent pas non plus à dissimuler l'arrivée d'avions militaires russes en Iran. Donc, en quelque sorte, ils envoient des messages de manière indirecte. Mais vous savez, Poutine aurait eu des conversations avec Netanyahou et je suis sûr qu'il l'a averti des conséquences possibles. Je ne conteste pas l'avis du colonel Larry Wilkerson, selon lequel Netanyahou pourrait être fou. Mais la réalité de ce qui se passera lors de la prochaine confrontation, s'ils en viennent à une guerre ouverte, c'est qu'Israël ne survivra pas, à mon avis. Israël sera détruit. Oui, c'est aussi mon avis, et c'est pourquoi je pense que Donald Trump devra s'impliquer. Je pense que c'est une catastrophe pour nous. Même si Trump s'en mêle, qu'est-ce qu'il va faire? La même chose, vaincre les Iraniens, comme nous avons vaincu les Houthis. Bonne chance avec ça. Ce ne sera pas comme les Houthis. Ce ne sera pas comme les Houthis, mais ce sera tout de même une défaite, et une défaite sur une longue période, avec une escalade au fur et à mesure. Quand nous en arriverons au point où il faudra instaurer la conscription ou quelque chose d'aussi radical, alors nous découvrirons que ce pays est vraiment brisé. Je pense que le facteur manquant ici, colonel, c'est le cas du Venezuela. Comment cela s'intègre-t-il dans l'ensemble? La vision d'ensemble de ce qui se passe, selon vous? Eh bien, cela montre, à mon avis, qu'ils ne comprennent vraiment pas, Trump en particulier, mais aussi Hegseth, ce que je viens de dire, car ils détournent des forces vers des endroits qui n'ont pas vraiment d'importance. Des forces qui devront être utilisées dans cette conflagration que Bibi va déclencher s'il ne tombe pas. Or, il y a en ce moment des signes en provenance d'Israël indiquant que sa coalition se fracture. Il y a des signes qu'il pourrait ne pas survivre politiquement pour faire ce que je viens de décrire. Et si cela se produit, alors tout est remis en question quant à la direction qu'Israël prendra ensuite. Je ne pense pas qu'un dirigeant ultérieur, quel qu'il soit,
même s'il poursuit les politiques concernant Gaza et la Cisjordanie, continuerait la politique actuelle vis-à-vis de l'Iran. Mais c'est une situation grave à cet égard, tant que Netanyahou est en place. Je pense que cette diversion des forces vers d'autres théâtres est vraiment dangereuse en ce moment. Non seulement pour cette raison, mais aussi parce que nous avons encore un ennemi assez redoutable, la première économie mondiale, qui ne veut pas de guerre. Mais nous avons beaucoup de gens dans ce pays qui, eux, veulent une guerre, et ils la veulent plutôt tôt que tard. Parce que la corrélation des forces, comme disaient les Soviétiques, se dégrade chaque jour. Donc s'il faut affronter la Chine, ils veulent le faire tôt, pas plus tard. Et cela dissipe vraiment nos forces, qui s'affaiblissent de jour en jour. Regarde simplement ce que nous avons en ce moment en termes de puissance militaire réelle. C'est pas grand-chose. Je sais que nous en avons parlé l'autre jour. Je pense à la véritable RTX, Raytheon. Comme l'employé me l'a dit, nous avons raison. Le bras n'est pas RTX. Eh bien, c'est ton nom sous ta société mère, Lockheed Martin. Ils en fabriquent que 38 par mois. C'est tout ce qu'ils produisent en Tomahawks. Le contrat à long terme en ce moment, au maximum, est de 2200 sur les 7 ou 8 prochaines années. Et Trump sort et parle de 2000 Tomahawks. C'est fou. Je ne sais pas si c'est Laura Loomer, Hegseth ou quelqu'un d'autre qui met ces idées dans sa tête, ou peut-être Khan, le chef d'état-major interarmé, mais nous n'avons pas besoin de nous battre contre qui que ce soit, Nima. Oui, Larry. D'après ce que je comprends du Venezuela, les États-Unis se préparent à un conflit continu avec l'Est. C'est pour cela qu'ils ont besoin du Venezuela. Ils ont besoin de ses ressources. Penses-tu que cela préoccupe les Iraniens, les Russes ou les Chinois? Eh bien, c'est un peu comme dire qu'il te faut une réserve de miel. Alors, pour obtenir cette réserve de miel, tu vas aller renverser une série de nids de guêpes. Tu seras tellement occupé à repousser les guêpes que tu n'auras pas le temps de profiter du miel. Le fait que Trump ait maintenant étendu cela à la Colombie est assez intéressant, car il y a un grand nombre de mercenaires colombiens qui combattent en Ukraine du côté ukrainien. Et cela pourrait conduire, tu sais, la Colombie à prendre des mesures plus strictes pour empêcher tout Colombien d'aider les Ukrainiens, premièrement. Mais deuxièmement, il pourrait essayer de tuer Maduro. D'accord, très bien. Qui est le prochain? Il compte sur cette femme pour intervenir. Oublie ça. Le Venezuela est un grand pays. Les États-Unis n'ont ni la volonté, ni la capacité de le contrôler. Ce n'est pas le 19e siècle, où l'on pouvait envoyer une compagnie de marine pour prendre et contrôler une capitale. Ils ont pas mal d'armements. Ils disposent de systèmes de défense aérienne chinois et il se peut qu'ils aient aussi des systèmes russes. Je sais que les Iraniens ont fourni au Venezuela des missiles navals à courte portée. Donc tu vois, Trump et son équipe cherchent la bagarre et je pense qu'ils finiront par le regretter. Je crois que je t'en ai parlé, Nima, plus tôt cette semaine. Ce que j'entends aussi, c'est que le commandant du CENTCOM, l'amiral qui avait dit qu'il partirait d'ici décembre, oui, il a été écarté de beaucoup de choses, parce que la plupart de ces opérations relèvent des forces spéciales. C'est surtout les SOF qui s'en occupent. Ils ont maintenant leur propre navire. Il est aussi grand qu'un grand paquebot de croisière. Et ils naviguent avec toutes sortes de capacités des forces spéciales à bord. Il est là-bas en ce moment. C'est un vrai problème qui s'est développé en Afghanistan, qui s'est développé en Irak, et qui continue depuis que Sam Nunn a commis l'erreur de créer le commandement des opérations spéciales. Ils ont leur propre budget, leur propre commandement de combat, leur propre volonté et leur propre manière de faire les choses.
Ils ne préviennent même pas souvent le commandant de combat conventionnel de la région, de ce qu'ils font dans sa zone. Ils le font simplement. Et ils le font sous les auspices du commandement des opérations spéciales en Floride, et généralement sous les auspices de, devinez qui, la CIA. La CIA, pour qui les forces d'opérations spéciales sont devenues une force paramilitaire chargée d'exécuter leurs actions lorsqu'elles jugent une intervention directe nécessaire. De cette façon, elles n'ont pas à rendre compte à leur comité de surveillance à la Chambre et au Sénat. Et il n'est pas question que les forces d'opération spéciales rendent compte au SAS ou au chasse, ce qui leur permet d'échapper à tout contrôle lorsqu'elles mènent ces opérations. Et elles mènent désormais ces opérations au Venezuela. Oui, laissez-moi intervenir. J'ai travaillé avec les forces d'opération spéciales, le GSOC et le SOCOM, pendant 23 ans. Leurs capacités sont limitées. Vous savez, toutes ces absurdités hollywoodiennes sur leur prétendue capacité à aller faire des assassinats ici et là, ou du sabotage. Bien sûr, ils peuvent faire ça. Mais là, ils s'attaquent à une armée conventionnelle, et le Venezuela a une armée conventionnelle. Les forces spéciales ne sont pas du tout capables de ça. Vous savez, oui, ils peuvent aller dans les villages de montagne, en Afghanistan, ou dans les déserts autour de l'Irak, attaquer la maison de civils qui ont peut-être quelques armes sur eux, et les tuer. Mais face à quelqu'un qui dispose de mitrailleuses lourdes ou de blindés, tout à coup, le soi-disant avantage des forces spéciales disparaît. Vous savez, ils l'ont découvert au Panama lorsqu'ils ont essayé de charger une mitrailleuse et ont perdu 5 personnes en environ 2 secondes. Ouais, quand ils ont attaqué l'aéroport. Ils peuvent tuer des gens en haute mer, et ils peuvent le faire très très bien, parce que nous les avons utilisés pendant mon administration. Oui, c'est juste que, tu sais, Trump et son équipe, je pense, ont regardé trop de films hollywoodiens. La réalité a une façon de réveiller tout le monde et de les forcer à affronter la vérité. Voici ce qu'ils ont dit sur Fox News, colonel. Lindsey Graham, voici comment il a été cité sur Fox News, selon leur vision du Venezuela et de la situation là-bas. Tu sais, ce week-end, j'ai pensé que tu avais eu une sacrée bonne idée. Tu as dit que tu allais la partager avec le président et je veux savoir si tu l'as fait. C'était à propos du chef de l'opposition au Venezuela, celui qui a remporté le prix Nobel et qui a dit qu'il aurait vraiment dû revenir à Donald Trump. Ça me semble être un bon dirigeant pour le peuple vénézuélien, la fin du narcoterrorisme et une meilleure relation avec les États-Unis. Ou, s'il le souhaite, peut-être se maigrir pour un 51e État. Je ne sais pas plus bien. Peut-être le 51e État. Lindsey, tu es un Carolinien du Sud par excellence. Tu aurais dû être là avec Jeff Davis. Tu aurais dû être là avec tous ces gars qui ont comploté la guerre de sécession. Je suis désolé, mais il vient de mon État natal. Franchement, quel imbécile. Quel parfait imbécile. Nous devrions en faire un État. Oh mon Dieu. Oui. Est-ce le cas? Parce que on a eu le même type d'argument et de rhétorique à propos du Canada, si tu te souviens, et ils essaient de répéter cela. Mais il semble que le ton soit différent. La démarche soit différente. Quand tu vois les bombardiers B-1 signalés qui sont allés au Venezuela, ou près du Venezuela, penses-tu qu'ils vont mener une opération au sol? Je ne pense pas, mais je crois qu'il y a encore des chefs militaires au Pentagone qui vont soit démissionner, soit faire en sorte que cela soit arrêté. Et peut-être que je pense trop bien d'eux, mais ce serait aussi une catastrophe, comme Larry vient de le souligner. Ce serait une catastrophe. Vous savez,
Nous ne pouvons pas parcourir le monde comme Lindsay semble penser que nous le pouvons. Nous n'avons même pas pu le faire pendant la guerre froide. Et Dieu merci, nous en avons été empêchés, car nous avions un adversaire majeur capable de nous égaler à tout moment. Et peu importe ce que nous pensons de la guerre froide et de la puissance réelle, et je fais partie de ceux qui pensent qu'elle n'était pas aussi impressionnante qu'on le croyait du côté soviétique, cela a néanmoins constitué un frein pour nous pendant plus de 30 ans. C'était un contrôle saisissant sur nous. Nous n'avons plus de contrôle maintenant. Et ces gens sont fous, complètement fous. Nous avons moins de pouvoir aujourd'hui, Nima, à part nos armes nucléaires. Et même elles sont moins nombreuses car nous en avions 28 000 à l'époque. Nous n'en avons plus qu'environ 5 900 maintenant, mais elles sont assez puissantes, bien plus puissantes que certaines de celles que nous avions auparavant. Mais c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons pour menacer le monde, en réalité. Nous n'avons pas une armée conventionnelle qui, si elle était appelée demain matin à combattre une puissance égale, ferait autre chose que perdre, et perdre lourdement. Oui, Larry, l'administration Trump essaie d'envoyer plusieurs responsables en Israël, car il semble qu'Israël soit sérieux à propos de l'annexion de la Cisjordanie. C'est pour cela que nous avons envoyé J.D. Vance là-bas, ainsi que Marco Rubio. J.D. Vance était présent lorsqu'il discutait de l'annexion de la Cisjordanie, et voici comment il a réagi à ce type d'initiative de la part des responsables israéliens. Le vote en Cisjordanie qui a eu lieu hier pendant que vous étiez dans le pays. Oh oui, c'était étrange. C'était vraiment étrange. J'étais un peu confus à ce sujet. J'ai en fait demandé à quelqu'un et on m'a dit que c'était un vote symbolique, une sorte de vote symbolique pour reconnaître ou annexer la Cisjordanie. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était une manœuvre politique sans aucune portée pratique. C'était purement symbolique. Enfin, écoutez, si c'était une manœuvre politique, c'était une manœuvre politique très stupide. Et personnellement, je le prends un peu comme une insulte. La Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. Cela restera notre politique. Et si certains veulent faire des votes symboliques, ils peuvent le faire. Mais nous n'en étions certainement pas satisfaits. Merci. Voici ce qu'a dit Netanyahou. On lui a demandé en hébreu si Washington dictait la politique israélienne, après que Trump a affirmé avoir bloqué l'annexion de la Cisjordanie. Netanyahou a répondu qu'il dirait toujours oui. Ils diront toujours cela s'il s'agit de Washington. Peu importe. Nous sommes une nation indépendante, a-t-il déclaré. Ils ne se soucient tout simplement pas de ce dont parle Donald Trump. Ils vont faire exactement ce qu'ils ont l'intention de faire. Allez-y, Cal. Go ahead, Carl. Eh bien, je pensais que tu allais passer un extrait. Oui, eh bien, ils disent une chose en hébreu et une autre en anglais. Mais en réalité, les États-Unis sont en position de leur botter les fesses. Mais je ne pense pas que Trump le fera. Il est acheté et payé. Mais tu sais, je pense que J.D. Vance est en fait sincère. Et les sionistes, ils devraient en prendre note. Ils continuent au cours des dernières semaines de mener des attaques massives contre les habitants de là-bas, les Palestiniens, avec ces colons qui attaquent de vieilles femmes cueillant des olives sur les oliviers. Je veux dire, ce sont une bande de... Ils sont malades, ils sont dépravés et ils sont inhumains, ces colons sionistes. Et quand tu les regardes aujourd'hui, Nima, quand tu vois les vidéos, ils ne portent pas des fourches, des râteaux, des houes ou ce genre de choses. Ils portent des Uzi, des AK et des M16. Ils sont très bien armés.
Permets-moi aussi de dire que je pense que ce que nous voyons dans cette tension, Rubio a fait une déclaration, Vance en a fait une autre, et Netanyahou a également fait une déclaration en anglais, en plus de celle en hébreu. Je pense que ce que nous voyons, c'est, je l'espère, le début de la fin de la coalition de Netanyahou, ce qui, à mon avis, résoudrait beaucoup de problèmes. Cela ne résoudra pas les problèmes des Palestiniens, car celui qui lui succédera poursuivra la même politique à feu doux. Mais cela mettra certainement, je pense, un frein à la volonté de déclencher une nouvelle guerre avec l'Iran. Et cela donnera probablement aux États-Unis un peu plus de moyens, si l'on peut dire, pour orienter la politique un peu mieux en Israël, car je ne pense pas que nous aurons quelqu'un comme Netanyahou. Netanyahou se moque complètement de Donald Trump. Oui, mais Larry, il parle de la ligne jaune et de la division de Gaza en deux parties. Une partie entre les mains de, tu sais, Jared Kushner et d'autres qui veulent reconstruire, et l'autre partie sous le contrôle du Hamas. Est-ce toujours le cas dans l'esprit de l'administration? Oh oui, je le pense. Cela fait partie de ce vieux dicton. Comment mange-t-on un éléphant? Une bouchée à la fois. Ce que font les sionistes, avec la pleine coopération de l'administration Trump, c'est de prétendre qu'ils vont commencer à reconstruire Gaza. Mais ils le font d'une manière qui ne laisse aucune place aux Palestiniens. Les colons vont s'installer. Mais le Hamas ne va pas coopérer. Et le Hezbollah a également renforcé ses positions. Donc vous savez, cette guerre va continuer. Ce plan de paix était mort-né le jour même où il a été signé à Sharm el-Sheikh. Je l'ai dit et je le maintiens parce qu'ils avaient un soi-disant accord de paix, sans aucun des principaux participants, ni les sionistes, ni les Palestiniens. Comme je l'ai déjà dit, c'est comme organiser un mariage où le prêtre est là, mais sans marier ni marié. Sauf que dans ce cas, il n'y avait ni les sionistes, ni les Palestiniens. Il y avait un éditorialiste dans Haaretz, j'ai oublié son nom. Ce n'était pas Lévi, c'était quelqu'un que je n'avais encore jamais lu. Mais il avait une description remarquable. Pas remarquable au sens positif, mais il disait que c'est comme un jeu de chaises musicales. Sauf qu'à chaque fois que la musique s'arrête, les Palestiniens n'ont pas de siège. Larry, penses-tu que l'administration Trump croit d'une manière ou d'une autre avoir une certaine influence sur Netanyahou, ou bien ne comprend-elle tout simplement pas qu'Israël sans guerre n'existe pas? À mon avis, si l'on regarde l'histoire d'Israël, il n'y a jamais eu un moment où il n'était pas en guerre. C'est ça, le problème avec Israël. Écoutez, l'administration Trump a du levier si elle veut s'en servir, mais elle ne le fera pas, parce que Trump a été acheté et payé par ses sionistes. Point final. C'est tout. Et il a nommé Jared Kushner, un sioniste, et Steve Witkoff, un sioniste, comme principaux intermédiaires avec les sionistes là-bas. Ils ne vont pas sortir et dire « Hey, nous voulons conclure un accord de paix ». Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu un accord signé pour aller de l'avant vers la paix, entre Anwar el-Sadat et Yitzhak Rabin, ils ont tous deux été tués. Ils ont tous deux été assassinés. Quiconque signe réellement un véritable accord de paix, ils le tueront. C'était le principal argument de Joseph Al-Hazar. Tu sais, le type qui organise la simulation de la confédération israélo-palestinienne toutes les 2 semaines. Et c'est le panneau que nous allions installer juste avant le 7 octobre. Nous l'avions déjà payé 30 000 $. Il devait être placé sur la route principale, juste à la sortie de Tel Aviv, en direction de l'Est. Et le panneau disait « Un État juif n'est pas sûr pour les Juifs ». Absolument vrai. Un État juif n'est pas sûr pour les Juifs. Ils doivent être perpétuellement en guerre.
they have to be perpetually at war. Carl, je vais te poser la question à nouveau. En regardant l'histoire d'Israël, et nous savons que la Russie, la Chine, l'Iran, tout le Moyen-Orient, la Turquie, peu importe, personne n'a jamais réussi à changer le comportement d'Israël, du gouvernement israélien. Le seul pays capable de le faire, c'est les États-Unis. Alors, quel est l'avenir dans l'esprit des gens de l'administration Trump? Que veulent-ils d'Israël, du Moyen-Orient? Quel est, selon toi, le plan directeur? Eh bien, tout d'abord, personne d'autre ne veut le faire, Nima. Il y en a d'autres qui en ont la capacité, mais personne ne le veut, car Israël a été très astucieux et très habile en développant des relations économiques et autres avec des pays qui dépendent désormais de lui pour une part importante de leur économie. Une manœuvre très judicieuse de la part de ce petit État au bout de la Méditerranée. Mais la deuxième raison, c'est ma théorie. Et ce n'est plus une théorie à mes yeux, c'est la réalité. Israël exécute nos volontés. Ce n'est pas nous qui exécutons celles d'Israël. Il y a des aspects tactiques et opérationnels dans cette surenchère, de la part de notre Congrès, de membres influents de la communauté américaine, d'autres dirigeants, et ils entretiennent une campagne de propagande à travers tout le pays pour que les Américains se sentent bien vis-à-vis d'Israël. Et la Shoah entre en jeu, ainsi que beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est surtout une question d'argent. Cependant, c'est nous qui utilisons Israël, pas l'inverse. Et Lindsey Graham a dit la vérité à la tribune du Sénat quand il a déclaré « Allons, les gens ». S'il ne le faisait pas, tuer des Palestiniens et des Arabes en général, il faudrait que nous le fassions. Il le pensait vraiment. Et c'est ainsi qu'une bonne partie du Congrès se sent, et se sent depuis très très longtemps, surtout à l'époque où le pétrole du Golfe Persique était vraiment important pour nous. C'était une excellente justification pour maintenir Israël là-bas. J'ai soutenu dans un discours prononcé en 2016 au National Press Club que jusqu'à ce moment-là, en tant que professionnel militaire, je comprenais pourquoi nous l'avions fait. Je comprenais pourquoi nous avions créé Israël, l'avions pris aux Britanniques, l'avions obtenu pour nous-mêmes et l'avions conservé. Tout cela à cause du pétrole. Quand cela a disparu, j'ai dit qu'Israël était devenu un handicap stratégique et non un atout stratégique. Et pourtant, nous nous y accrochons. Pourquoi nous y accrochons-nous? Parce que nous détestons les Perses et les Arabes, et que nous aimerions les tuer. Mais Israël le fait pour nous. Larry, tes réflexions, avant que nous terminions. C'est dommage que Trump ait manqué cette occasion de vraiment assurer un héritage en tant que président qui aurait pu promouvoir la paix. Il aurait pu mettre fin au génocide en obligeant Israël à arrêter. Il aurait pu mettre fin au combat en Ukraine en coupant tout soutien à l'armée ukrainienne. Soutien militaire, en renseignement et financier. Et il aurait aussi pu ouvrir la voie à un accord de paix avec l'Iran. L'Iran est disposé à négocier, l'a toujours été. C'est les États-Unis qui ont rejeté les ouvertures. J'ai donc peur qu'il ne finisse par devenir un président qui met le monde à feu et à sang. Prions Dieu que non. Mais je ne suis pas optimiste quant au fait qu'il prenne les décisions qui permettraient d'éviter cela. Oui, Colonel Wilkerson, avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous terminions? Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il a l'occasion, la désastreuse occasion, d'être le président qui met le monde à feu et à sang. Oui. Merci beaucoup, Colonel et Larry. Passez un excellent moment là-bas à Moscou. Ciao. On se voit lundi, peut-être à un moment donné. Je te parlerai. Mange quelques blinis et bois un peu de vodka. Je déguste une excellente cuisine géorgienne. C'est incroyable. Très bien, les gars.
All right, guys. Bye-bye. 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 Au revoir.